Retour des Français bloqués à Tripoli. Un premier groupe a pu quitter aujourd'hui la capitale libyenne. Assemblée nationale, débat sur la motion de censure déposée par l'opposition. Des millions de gens accablés par la famine, notre dossier sur la situation tragique des paysans au nord-est du Brésil. Le Jedi est de retour, le troisième volet de la légende spatiale Made in Hollywood, bientôt sur nos écrans. Madame, monsieur, bonsoir. Un simple contrôle d'identité, une décision administrative prise par les comités révolutionnaires qui dirigent provisoirement l'aéroport. Bref, un départ simplement retardé. C'est en ces termes que l'ambassade de Libye à Paris a confirmé aujourd'hui que les 37 Français bloqués à Tripoli depuis dimanche dernier allaient pouvoir regagner la France. Quelles que soient les explications officielles, pour le moins embarrassées, de l'ambassade, il semble bien que le colonel Kadhafi ait décidé d'éviter un incident majeur avec la France, notamment sur la pression de la Grèce. Il n'a jamais été question, dit-on maintenant, de bloquer en Libye toute la communauté française, et des 37 Français retenus depuis dimanche, les premiers ont donc pu quitter aujourd'hui la capitale libyenne. Hervé Brugini est allé les accueillir à Roissy. Aucun Français ne pouvait quitter la Libye, donc aucun des 1500, 1600 ou 1700. Il se trouve que sur les 1600 ou 1700 Français qui sont en Libye, il y en avait qu'une quarantaine ou une cinquantaine qui souhaitaient quitter la Libye. Et c'est ceux-là qui ont été empêchés de partir, mais sinon personne ne pouvait partir. Donc c'est une mesure qui, depuis samedi, frappait tout le monde. Ah, comment le savait-il ? Eh bien, je vous dis que les instructions étaient données pour empêcher les Français de sortir. Alors je repose ma question, avez-vous eu le sentiment d'être victime d'un chantage, compte tenu du fait qu'ici, un Libyen est arrêté, détenu ? Vous savez, quand on a réalisé qu'on ne pouvait pas partir, on s'est posé des questions. Bon, on passe son temps à se poser des questions en Libye, on n'a pas pu faire de liaison directe. Alors au bout de 48 heures, ayant su qu'il y avait un Libyen qui avait été arrêté, on a pu trouver un lien de cause à effet. Bon, en fait, tout ça, ce sont des supputations. Vous n'avez pas posé de questions aux autorités sur ce point, les autorités libyennes? D'abord, on n'a pas rencontré d'autorités libyennes, et l'ambassadeur lui-même avait beaucoup de mal à rencontrer quelqu'un de responsable. Donc nous n'avons pas eu d'échange officiellement avec les Libyens à ce sujet. Le consul est allé pour essayer de récupérer mon passeport lundi matin. Il ne l'a pas récupéré, bien sûr. On sait bien que les autorités libyennes se foutent pas mal d'un consul français comme d'un autre. Après, on m'a dit c'est dans 3 jours, puis après c'est dans 2 jours, puis après c'est demain, et j'ai eu à midi et j'ai réussi de justesse à prendre l'avion de l'Italien. Le ministre des Relations extérieures a reçu ce matin le chef de la diplomatie libyenne. Aucune précision n'a filtré de leur entretien qui a porté, bien sûr, sur cette affaire. Par ailleurs, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris a examiné aujourd'hui le cas du ressortissant libyen arrêté à Paris et recherché en Italie pour meurtre. L'ambassade libyenne nie que cette affaire-là ait été liée en quoi que ce soit à l'affaire de Tripoli. Mais ce qui est sûr, Paul Lefebvre, c'est que les autorités françaises ont là un problème bien épineux à résoudre. En effet, Rachid Saïd Mohamed Abdallah n'a pas demandé sa mise en liberté et apparemment il n'est pas en possession d'un quelconque passeport diplomatique. Arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt provisoire lancé par les Italiens qui l'accusent du meurtre d'un opposant libyen, M. Azzedine Laderi, le 11 juin 80 en gare de Milan, il devrait faire l'objet d'une demande officielle d'extradition. L'Italie a 20 jours pour la présenter à la chambre d'accusation de Paris. Si la demande italienne n'arrive pas, Rachid Saïd sera remis en liberté car la justice française n'a rien à lui reprocher. Sans doute lui demandera-t-on fermement et courtoisement de repasser la frontière. Si la demande d'extradition est faite, et on pense qu'elle le sera car les Italiens ont confirmé leur mandat d'arrêt, et si cette demande est acceptée juridiquement par les magistrats de Paris, le gouvernement devra décider s'il rend Rachid aux Italiens. C'est à ce moment-là, dans un mois environ, que la France risque d'avoir de nouveaux ennuis avec le colonel Kadhafi. On passera au domaine politique, dans lequel le chef d'État libyen a déjà démontré qu'il ne s'embarrassait pas de règles de droit international. En effet, en prenant en otage, vous en souvenez, des citoyens ouest-allemands résidant en Libye il y a quelque temps, le colonel Kadhafi a réussi à récupérer l'un de ses hommes accusé de meurtre en Allemagne fédérale. Bonne à céder à ce qu'on peut appeler un chantage. Ce risque en France était prévisible lorsqu'on a arrêté Rachid Saïd, mais cette arrestation semble avoir été décidée en connaissance de cause par le parquet et le pouvoir politique, d'abord pour exécuter la loi, ensuite pour concrétiser la volonté de Paris de participer pleinement à la lutte européenne contre le terrorisme, enfin pour tenter de dissuader les agents étrangers de venir en France. Un risque à prendre, peut-être pour en éviter d'autres.
Mort à la France, mort à l'Amérique. C'est en scandant ce slogan qu'un millier d'étudiants iraniens ont manifesté aujourd'hui devant l'ambassade de France à Téhéran avant de se disperser sans causer de dégâts. Ils protestaient contre la livraison des super-étendards à l'Irak, livraison commentée une nouvelle fois par le Premier ministre iranien sur la radio nationale. Le régime français commet là un acte suicidaire, a-t-il dit. Les armes françaises se vendent moins bien que l'an dernier, c'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense à la commission de la Défense de l'Assemblée nationale. Les commandes d'armement ont diminué de 27% pendant le premier semestre 83 par rapport à la même période l'an dernier. La crise économique internationale et l'âpreté de la concurrence en sont les causes principales. Pourtant, le commerce extérieur français se porte mieux, c'est ce qu'a répété ce matin au Conseil des ministres Madame Édith Cresson, ministre du Commerce extérieur et du Tourisme. Le déficit annuel devrait être bien inférieur à 60 milliards de francs grâce à une diminution des importations, mais surtout grâce à une augmentation sensible, près de 18%, de nos exportations. Les mouvements de grève dans certains centres de tri postaux continuent d'engorger la distribution du courrier et les entreprises dans certaines régions sont de plus en plus gênées. Le ministre des PTT, Louis Mexando, a fait ce soir un point de la situation et dans le Val d'Oise, une manifestation contre la grève a réuni plus de 200 petits patrons. Jean-Claude Renaud. Il n'est pas impossible, si véritablement les choses ne se dégagent pas, eh bien que nous envisagions d'autres types d'actions. Quoi qu'il en soit. Les 200 patrons du Val d'Oise, dont les entreprises sont privées de courrier depuis 3 semaines, n'ont pas été rassurés par les propos du directeur du centre de tri de Saint-Ouen-l'Aumône. Le tri postal est ici presque paralysé et la direction évalue à plus de 3 millions le nombre d'objets en souffrance. Les grévistes refusent le plan de restructuration du courrier. Ils décident en ce moment même de la poursuite du mouvement. Il faut que les usagers comprennent qu'il est bien évident que ce mouvement n'est pas dirigé contre eux, mais que si effectivement nos conditions de travail sont aggravées et nos emplois sont supprimés, le service public sera le premier à en pâtir. Oui, alors les usagers doivent comprendre, mais en fait pour le moment c'est eux qui en pâtissent. Parce qu'il y a des entreprises qui risquent de ne pas pouvoir assurer la paye à la fin du mois, qui ne peuvent plus prendre de commandes, qui condamnent des gens au chômage technique. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de tout ça? Mais ça, c'est de la responsabilité de l'administration et du gouvernement qui a mis ce plan en place et qui refuse, depuis plus de 3 semaines que le conflit a lieu, qui refuse toujours d'entamer de réelles négociations. La responsabilité, il ne faut pas se tromper. La responsabilité pour nous, elle est là. Je fais confiance aux organisations syndicales dans le dialogue. Je fais confiance aussi à la capacité de dialogue de mes chefs de service qui ont surmonté, qui ont résolu beaucoup de difficultés. Et je vous dis, nous sommes quand même dans une période où l'essentiel quand même du courrier passe. Il faut le dire pour mettre fin à une campagne d'affolement. Je crois que la confiance du personnel des PTT fera le reste. Pour le moment, Saint-Ouen reste donc paralysé. Mais ailleurs on s'active. Le matériel est fourni par les PTT, mais le personnel appartient à la Chambre de commerce et d'industrie de Pontoise. Nous sommes dans un centre de tri parallèle qui doit permettre aux entreprises d'expédier leur courrier malgré la grève. Certains ici réclament une poste privée. Il faut donc se demander une fois de plus si la grève est la meilleure défense du service public. La situation sociale dans le groupe Peugeot-Talbot, le ministère de l'Emploi a confirmé aujourd'hui le refus des 2861 licenciements à l'usine Talbot de Poissy. Le gouvernement accepte en revanche les départs en pré-retraite demandés par la direction du groupe, comme je vous l'annonçais hier soir. Martine Gilson nous rappelle les éléments du dossier et Geneviève Moll est allée à Poissy recueillir les réactions à la sortie de l'usine. Talbot à Poissy, 15h30 cet après-midi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous allez partir en pré-retraite? Oui. Vous l'avez choisi? Oh, j'ai pas choisi, j'ai pas été convoqué encore, mais j'espère bien. Ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise? 29 ans. Et vous avez quel âge? 55 passé. Vous êtes content? Ça vous satisfait la pré-retraite? Si c'est pour crever de faim, c'est pas la peine. Hein. Vous pensez que les licenciements sont définitivement refusés? Oui, c'est ça. On pense tous qu'ils sont refusés le licenciement. C'est une décision de refus de licenciement ou ça n'est qu'un sursis? Non, ça n'est qu'un sursis. Soulagement mêlé d'inquiétude chez les salariés, satisfaction quasi générale chez les syndicats.
Telles sont donc les réactions après la décision du gouvernement que tout le monde considère comme un répit. La direction a donc décidé de plancher à nouveau et très vite sur le plan social qui doit accompagner les 2861 licenciements. Mais à une condition, le nombre de licenciements ne doit pas être remis en cause. Reste à savoir si Peugeot tiendra compte, dans son nouveau plan, des recommandations du gouvernement. Plus de reclassement, de reconversion et réduction du temps de travail. À prévoir donc dans les jours à venir des tractations gouvernement, direction, syndicats pour tenter de s'entendre sur un compromis. À l'Assemblée nationale, les députés ont commencé aujourd'hui l'examen du projet de loi sur la réforme de la formation professionnelle continue, examen qui sera poursuivi demain. Mais les joutes oratoires cet après-midi ont été réservées à l'exposé et à la discussion de la motion de censure contre l'ensemble de la politique du gouvernement, motion présentée par l'opposition. Michel Debré en a été le porte-parole, Pierre Mauroy lui a répondu et la passion régnait dans l'hémicycle. Daniel Brem et Jean-Louis Le Sert. Un Premier ministre serein pour un débat qui dans quelques instants le sera beaucoup moins. Un hémicycle peu rempli à droite comme à gauche pour un débat dont l'issue ne fait aucun doute. Le gouvernement ne sera pas censuré. Porte-parole de l'opposition, Michel Debré a asséné pendant 40 minutes sévérité tous azimuts à Pierre Mauroy. Une idée commune relie, je le répète, la montée du pouvoir syndical, l'altération de libertés fondamentales et le refus d'affirmer la primauté de la nation. C'est l'idée de lutte de classe incompatible avec l'idée démocratique. Non seulement cette idée de lutte de classe provoquera et provoque déjà de déplorables actions, mais surtout, vous ne serez pas en mesure d'assumer la puissance de la République comme il faut l'assumer dans le monde que nous vivons. Réponse également tous azimuts du chef du gouvernement, économie, sociale, politique, enseignement, sécurité, racisme, tout y est passé. La technique Debré revue et corrigée par Pierre Mauroy, on passe du noir au rose. J'entends dire que l'on divise le peuple de France, mais qui crée deux catégories de Français, qui distingue entre ceux qui auraient le droit de gouverner et ceux qui ne l'auraient pas. Ceux qui ne cessent de dénoncer la lutte des classes, que pratiquent-ils en réalité, si ce n'est un combat acharné pour défendre leurs privilèges? L'opposition, qui poursuivra son duel avec la majorité une partie de la soirée, a depuis longtemps affirmé qu'elle utiliserait toutes les armes législatives contre le gouvernement. La motion de censure en fait partie. C'est la 10e motion de censure depuis juin 81 et il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. Le vote sur la motion de censure interviendra donc cette nuit, sans risque bien sûr pour le gouvernement qui dispose de la majorité absolue à l'Assemblée. 31% des Français satisfaits de l'action du président Mitterrand, soit 2 points de mieux qu'en septembre, selon le sondage mensuel publié par François. 52% de Français sont mécontents. En ce qui concerne le Premier ministre, 24% de satisfaits, 53% de mécontents. Le président Mitterrand est arrivé en fin d'après-midi à Bruxelles pour une visite officielle de 2 jours en Belgique. Le président, accompagné de son épouse et de 6 ministres, a été accueilli par le roi Baudouin et la reine Fabiola. Des mesures de sécurité particulièrement importantes ont été prises à Bruxelles. C'est la première visite officielle d'un chef d'État français dans ce pays pourtant tellement proche depuis 12 ans. Et au-delà du protocole et de la courtoisie, nombre de préoccupations communes seront abordées, à commencer par les problèmes de l'Europe, les euromissiles et aussi bien sûr les problèmes bilatéraux. La Belgique, plus encore que la France, fait face à une crise économique grave qui, il y a 3 semaines, provoquait, vous vous en souvenez, une grève générale du secteur public. Le gouvernement de centre-droit affaibli s'efforce de maintenir une politique d'austérité qui commençait à porter ses fruits. L'enquête de Corinne Pertuis et Michel Levasseur. Quand l'actuelle équipe de centre-droit dirigée par Wilfried Mertens prend le pouvoir en 81, elle taille dans le vif. La situation belge est catastrophique. Un déficit public 4 fois plus important qu'en France, 15% de la population active au chômage. Des mesures d'assainissement sont alors décidées. Quand on est confronté à une guerre économique, ce qui est le cas, qui en fait est une lutte pour la survie économique et industrielle du continent européen, finalement les idéologies s'effacent.
c'est un peu le sauve qui peut. Et je constate que les politiques de redressement, qu'elles soient pratiquées par des gouvernements dits de centre droit ou de centre gauche ou de gauche, diffèrent très peu. Et je constate pas mal d'analogies entre les mesures prises par le gouvernement français et par exemple par le gouvernement belge. Politique de relance pour les uns, de rigueur pour les autres, ceux qui parlent d'austérité sont ceux qui la vivent. Voilà 2 ans maintenant que ce gouvernement mène la même politique et qu'on n'est pas du tout convaincu, bien au contraire, que les sacrifices qu'on est amené à faire servent à quelque chose. Joseph Demoulin est ajusteur à la Fabrique nationale, qui est l'usine d'armement de Belgique. Il gagne 4 400 de nos francs nets par mois. En théorie seulement, car il est au chômage économique 6 jours sur 10. Pour lui, l'austérité, c'est avant tout faire le choix d'un logement moins cher, c'est aussi manger plus souvent de la soupe que des civets de lapin. Comme tous les salariés belges, son pouvoir d'achat a diminué de 6% depuis 2 ans. Le gouvernement a bloqué les salaires pour tenter d'arrêter la hausse des prix. Bref, Joseph Demoulin envie le sort des Français. Bien sûr, parce que ce qui nous apparaît, c'est que ici en Belgique, le gouvernement, sous prétexte de relancer l'emploi, de renflouer les caisses de sécurité sociale, prend des mesures qui portent atteinte à tous les revenus. Eh bien, ce gouvernement prend en même temps des dispositions qui donnent des avantages nouveaux aux plus fortunés. La fille de Joseph Demoulin est au chômage. Elle n'a pas voulu qu'on la filme. Ici, plus qu'ailleurs, le chômage est vécu comme une humiliation. Il faut pointer tous les jours à des heures chaque fois différentes pour éviter le travail au noir. Hommes et femmes pointent séparément. Dans le même temps où il demande beaucoup d'efforts aux salariés, le gouvernement allège au maximum les charges sociales et la fiscalité des entreprises. Grâce à ces mesures, la Fabrique nationale a amélioré ses exportations. Pour son directeur, la politique d'austérité est réussie. Je pense que la politique des années 74 à 80 a certainement rendu indispensable la politique d'austérité que nous connaissons maintenant. Les choses étaient inscrites dans les faits. Vous pensez que c'était une politique trop sociale, qui a donné trop aux chômeurs, par exemple, comme indemnité? Je crois que c'est une politique qui n'a pas tenu suffisamment compte de ce qu'avant de dépenser de l'argent, il faut le gagner. Alors on a surtout redistribué des richesses sans veiller suffisamment à créer les conditions pour qu'on puisse en créer en fonction de ce que l'on voulait en distribuer. Lancée sur la voie de l'austérité comme la plupart des pays européens, la Belgique a réussi à rétablir ses comptes au prix d'une augmentation du chômage. Dès l'année prochaine, Joseph Demoulin et sa femme pourraient bien rejoindre les 700 000 chômeurs qui existent déjà en Belgique. Pour la première fois dans l'histoire du marché commun, la Commission de Bruxelles a décidé aujourd'hui de suspendre le versement de certaines subventions agricoles en attendant que les pays membres trouvent une solution au problème du budget européen. Le Conseil des ministres d'Athènes, qui s'est terminé aujourd'hui, n'est pas arrivé à ses fins. Les 10 doivent se réunir à nouveau le mois prochain. Le Parlement européen, lui, doit se prononcer dès ce soir sur le projet de budget supplémentaire 83. Imaginez un ancien Premier ministre condamné à 4 ans de prison pour corruption qui refuse de démissionner de son siège de député et qui reste le personnage le plus influent de son parti. Kakuei Kanaka, ancien Premier ministre japonais, a été sévèrement condamné aujourd'hui pour avoir touché des pots de vin au début des années 70 versés par la firme aéronautique américaine Lockheed. Le choc politique et psychologique est tel au Japon que le gouvernement en place, qui appartient au même parti, pourrait être amené à dissoudre le Parlement. Bruno Ledreff. Takuei Tanaka, ancien Premier ministre, chef du Parti libéral-démocrate. Au Japon, il est tout puissant, il vient d'être condamné à 4 ans de prison et à une amende de 500 millions de yens. En 1973, il est chef du gouvernement. Il met dans sa poche un pot de vin de 500 millions de yens en échange de son appui à la firme américaine Lockheed. Il s'agissait d'un marché portant sur 21 avions destinés aux lignes intérieures japonaises. C'est le scandale le plus retentissant de l'après-guerre au Japon. On s'est presque battu pour assister à son procès. Il est vrai qu'on en a appris de belles. Le fabuleux bakshish a été remis au secrétaire de Tanaka à la tombée de la nuit dans une ruelle sombre de Tokyo. En petite coupure, cela représentait un tel volume qu'il a fallu 4 livraisons successives cachées dans des caisses de bière.
Tanaka, il est vrai, était un expert dans ce genre de camouflage. En 1972, pour être élu Premier ministre, il avait acheté le vote des députés. Cette fois-là, c'est dans des emballages de bouteilles de whisky qu'il avait distribué de généreux pourboires, en tout l'équivalent de 160 millions de francs. D'étranges pratiques qui seraient restées secrètes si en 1976, aux États-Unis cette fois, le président de Lockheed n'avait pas vendu la mèche. Il a révélé avoir soudoyé d'importantes personnalités dans plusieurs pays pour mieux vendre ses avions. Outre Tanaka, au Japon, le prince Bernard des Pays-Bas, que voici, doit démissionner le 26 août 1976 de toutes ses fonctions publiques. Plusieurs millions de dollars lui avaient été versés. En Italie, 2 ministres passent en justice. Mariano Rumor, 5 fois président du Conseil, est également soupçonné. 47 morts, c'est un premier bilan des combats qui ont eu lieu aujourd'hui au nord du Liban, à Tripoli, entre milices rivales. Par ailleurs, de nouvelles violations du cessez-le-feu ont eu lieu aujourd'hui dans les environs de Beyrouth. Le chef druze, Walid Jumblat, est lui en ce moment à Paris. Il a été reçu ce matin par M. Chesson. Depuis plusieurs semaines, les scènes de pillage se multiplient au Brésil. Pillage des supermarchés, pillage des entrepôts de nourriture à São Paulo, la grande ville industrielle du pays, mais surtout dans les provinces du Nord-Est. Ce ne sont pas des malfaiteurs qui agissent ainsi, mais des gens qui ont faim. Ils sont des millions à avoir faim au Brésil, comme le prouvent ces images filmées au Nord-Est du pays en marge d'une mission de la Croix-Rouge internationale. Didier Régnier. Pour manger aujourd'hui au Brésil, les populations de la région du Nord-Est ont dû s'installer sur des tas d'ordures. Cette femme explique que là au moins, elle a pu trouver des oranges, des pommes de terre, des légumes. Cette situation n'a rien d'extraordinaire, elle est quotidienne. J'ai faim, j'ai soif, je n'ai pas d'emploi et j'ai peur. Les sacs vides sont symboliquement levés vers le ciel. Cela dure depuis 5 ans. 5 ans sans pluie, 5 ans sans eau. Le Ceará est l'état du Nord-Est le plus atteint par la sécheresse. 20 millions de personnes ont faim, 20 millions de personnes vont crever de faim. Il n'y a plus d'eau, plus de nourriture. Cette fillette est si faible que la moindre grippe pourrait l'emporter. Personne ne comprend ce qui arrive, pas même le maire. Regardez dans quel état se trouve la population, dit le maire. Il y avait 5000 personnes dans le petit village de Crateus. La région était la première productrice de haricots du pays. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arbres, plus de culture, plus de bétail. La rivière qui coupait le village en deux est tarie. Pourtant, le centre aérospatial de San José dos Campos avait prévu qu'il ne pleuvrait plus pendant 5 ans. Rien n'a été fait, aucune mesure n'a été prise, aucun puits n'a été foré. Les écoles sont désertes, 300 000 enfants ont faim. Alors les villageois ont fui le désert brûlant de l'intérieur pour aller s'installer le long des côtes, à Fortaleza par exemple. Ce groupe de 30 personnes est exténué par une longue marche. Cet homme n'a pas mangé ni bu depuis 2 jours. Là, ils essayent de vivre à nouveau dans des conditions souvent insoutenables. Ils s'entassent à la périphérie de la ville et se fondent dans les bidonvilles déjà surchargés. 1 500 000 personnes vivent à Fortaleza, ils seront 2 millions en janvier. Mais en janvier, dit-on, il n'y aura plus d'eau. Mon bébé a 1 an et 9 mois et je le nourris seulement au sein. J'ai 4 autres enfants qui mangent ce qu'ils trouvent et 6 sont déjà morts de faim. Survivre une journée de plus, mais survivre à tout prix. Voilà le but quotidien de ces populations faméliques. Certains médecins annoncent déjà que dans très peu de temps, viendra une génération de nains. Les femmes ne savent plus comment nourrir leurs enfants, alors la nuit, elles vont déposer parfois un de leurs gosses devant la porte des hôpitaux. Tous ces enfants ont été abandonnés, mais eux, au moins, ont une chance de manger. Ceux qui jusqu'ici avaient eu la fierté de ne jamais voler, ceux-là ont dû prendre leurs sacs vides, marcher vers le centre-ville et piller les supermarchés. On a faim. Je suis venue prendre de la nourriture pour mes enfants. J'ai honte, mais j'y suis contrainte.
On n'est pas des voleurs, on a faim. S'il vous plaît, donnez-nous à manger. On n'a pas besoin de vêtements, on a simplement besoin de nourriture. Ce que je veux, c'est remplir le ventre de mes gosses qui crèvent de faim. Que peuvent attendre les habitants d'un pays exsangue dont le taux d'inflation atteint 200% et la dette extérieure 800 milliards de francs? Et comment nourrir 20 millions de personnes pendant encore 2 ans, puisque la pluie ne tombera pas pendant encore 2 ans? Fome em casa, deixei tudo com fome. Pelo amor de Deus, mande! Pelo amor de Deus, mande! Diverses organisations humanitaires sont déjà à l'œuvre, mais l'ampleur de la catastrophe, vous l'avez vu, est immense. Manifestations sanglantes au Chili contre le régime du général Pinochet. Au cours de la 6e journée nationale de protestation, 10 personnes au moins ont été blessées, dont une femme qui est dans un état critique. Selon les partis d'opposition qui ont organisé cette journée, 60 000 personnes ont manifesté dans les rues de Santiago. Des combats de rue sur terre aux combats dans l'espace, il y a la distance de l'imagination et les artifices de l'électronique qui font que les méchants en ont vraiment l'air. Aux États-Unis, les records d'affluence sont déjà pulvérisés et George Lucas, à 34 ans, entre un peu plus avant dans la légende d'Hollywood nouvelle manière. Le retour du Jedi va bientôt s'effectuer en France. Depuis la guerre des étoiles il y a 7 ans, c'est un véritable feuilleton de science-fiction et de vrai cinéma qui fait dans les salles des recettes sans précédent. Si le succès se confirme, 9 autres épisodes sont prévus qui nous mèneront jusqu'en 2010. George Lucas sera alors tout juste à l'âge de la retraite. France Roche, en tout cas, est conquise. Break off the attack. The shield is still up. I get no reading. You sure? Pull up! All craft, pull up! Tous les 3 ans, en octobre, la guerre des étoiles recommence. Troisième volet, le retour du Jedi, 2 ans de travail, 30 millions de dollars. Les 2 premiers volets figurent parmi les 3 meilleures recettes absolues du cinéma mondial. On reprend les mêmes, Luke Skywalker et Han Solo, bien sûr, accompagnés de Gillian Bebet, les adorables robots R2-D2 et C-3PO, Yoda le sage, la princesse Leia qui commence à se déshabiller agréablement, et de nouveau, un méchant tas de gélatine, Jabba, et d'irrésistibles nounours belliqueux, les Ewoks. Mais les vraies stars du retour du Jedi, ce sont quand même les 250 spécialistes des effets spéciaux qui fabriquent pour une seule scène des maquettes grandes comme le doigt, le bras ou hautes comme une maison. Truqueurs optiques, ingénieurs électroniciens qui animent leurs machines image par image grâce à des ordinateurs dans les studios de George Lucas, Electric Light and Magic. Ceux qui passent leur vie dans la galaxie en jouant comme on jouerait au petit train avec l'astronef étoile de la mort et fabriquent des explosions sur commande avec leur modèle réduit. Ce qui, après que Luke ait répété ses duels avec un escrimeur et les ait tournés avec son partenaire, ajoute électroniquement des lames du style laser avec crépitement assorti. Enfin, ceux qui inventent des créatures leur cherchent un visage, un regard, une démarche, qui seront animés pendant les prises de vue grâce à des mécanismes actionnés à la main, par pile ou par télécommande. Il faut 50 mouvements différents pour donner une âme à cet homme sanglier.
Mais la dernière invention du studio de George Lucas, c'est le vélo fusée volant. Ça vaut bénure. Et seuls les méchants s'y cassent la figure. Pas à vélo mais à cheval, les pronostics de Pierre Elbrès pour le quartet de demain à Enghien, le 12, le 11, le 9, le 13, le 6, le 7, hélas, un non partant, le 5. Un mot du temps de demain, Brigitte Simonetta. Et la situation se dégrade, mais très progressivement. Regardez la carte. Première étape, les nuages arriveront demain matin de la Bretagne à la Normandie. Ils donneront de la pluie. Puis ils gagneront l'intérieur, mais seulement en fin d'après-midi ou en début de soirée. Ils se situeront alors des Pyrénées au nord. Le baromètre est en légère baisse. Le thermomètre remonte très légèrement de 15 à 18 degrés au nord de la Loire, de 19 à 24 degrés au sud de la Loire. Demain, jeudi 13 octobre, le soleil se lèvera à 7h08. Il se couchera à 18h05. Ni Jérôme ni Gérard, mais ce sont les Géraud qui seront à l'honneur. À 23h, Claude Sérillon vous présentera notre dernier journal et arbitrera un débat à propos d'un colloque international qui commence demain au palais de l'UNESCO, un colloque sur le thème féminisme et socialisme au pluriel. Le débat opposera la présidente du mouvement Choisir qui organise le colloque, maître Gisèle Halimi, à madame Monique Pelletier, ancien ministre. Demain, 12h45, vous avez rendez-vous avec Noël Mamère pour Antenne de Midi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.